Bonjour à tous et bienvenue sur Cold Blood File, l'endroit où nous explorons les V1 les plus choquants de l'histoire, ceux qui ont fait frissonner le monde entier. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un matin apparemment paisible au cœur de la France, mais qui, en quelques minutes seulement, s'est transformé en véritable cauchemar. Une fusillade sans avertissement, sans revendication, sans mobile clair, seulement des coups de feu retentissants et une panique totale qui a englouti toute la ville. Le protagoniste de ce V1 n'était pas un criminel en cavale, ni un terroriste recherché. C'était un père de famille, un conducteur de train, un voisin que tout le monde croyait ordinaire. Mais ce matin-là, il est devenu le semeur de mort qui a sidéré toute la France. Qu'est-ce qui a pu transformer un homme apparemment banal en un tueur impitoyable? Et surtout, pouvons-nous vraiment détecter quand quelqu'un est au bord de perdre le contrôle? Plongeons ensemble dans l'affaire Jean-Pierre Rouault du Durafour V1 qui vous tiendra en haleine jusqu'à la toute dernière seconde. Partie 1. L'homme derrière le canon. Jean-Pierre Rouault du Durafour, un nom que, avant le 29 octobre 2001, peu de gens connaissaient en dehors de sa famille, de ses collègues et de ses voisins. Il n'était pas une vedette de la télévision, ni une personnalité apparaissant dans les journaux pour des scandales ou des crimes. Mais en une seule matinée fatale, ce nom est devenu le centre de l'attention dans toute la France. Jeunesse et années militaires. Jean-Pierre est né dans une famille ordinaire du centre de la France. Son enfance, selon ses proches, n'avait rien de particulièrement marquant, pas de violence, pas de pauvreté extrême, mais ce n'était pas non plus un conte de fées. Fils unique, il apprit très tôt l'autonomie et la discipline. À 20 ans, il s'engagea dans l'armée. La vie militaire lui inculqua l'endurance, le contrôle de soi et une précision quasi mécanique dans son travail. Mais en échange, elle laissa des cicatrices invisibles. Un ancien camarade de régiment raconta lors d'une interview. Il ne parlait jamais beaucoup de ses missions. Mais je me souviens d'une fois, à la base, où Jean-Pierre fixait sa tasse de café froid et dit doucement, « Il y a des choses, une fois qu'on les a vues, on ne les oublie jamais. » Personne ne sut exactement ce qu'il avait vécu, mais beaucoup soupçonnèrent qu'il avait été témoin de scènes de violence, de mort ou plongé dans des situations d'extrême tension. Cela pouvait être la graine d'un trouble de stress post-traumatique, TSPT, un trouble qui, à l'époque, n'était pas largement reconnu ni traité en France. Vie familiale et travail. Après avoir quitté l'armée, Jean-Pierre chercha un emploi plus stable et paisible. Il devint conducteur de train à la SNCF, la Société nationale des chemins de fer français. Ce travail lui offrait un rythme régulier, un salaire sûr et surtout un sentiment de contrôle, quelque chose que recherchent souvent les anciens militaires de retour à la vie civile. Il se maria, eut 3 enfants. Les voisins décrivaient sa famille comme « modèle », bien que Jean-Pierre ne fût pas du genre à participer souvent aux fêtes ou aux événements communautaires. Un voisin se souvient. Chaque matin, en partant travailler, il me saluait d'un signe de tête. Peu bavard, mais son regard et son sourire étaient polis. Personne ne pouvait imaginer qu'il ferait ça. Pour sa famille, Jean-Pierre était un père strict mais aimant. Il apprenait à ses enfants à tenir parole, à travailler sérieusement et à ne jamais abandonner. Mais parfois, sa femme remarquait qu'il devenait distant, pensif pendant des heures, surtout la nuit. Un soir, elle lui demanda « Tu as encore fait un cauchemar ?»« Ce n'est rien, juste quelques souvenirs qui reviennent, » répondit-il en baissant les yeux. Les signes ignorés. À la SNCF, ses collègues l'appréciaient pour sa précision et sa discipline. Mais quelques années avant le drame, certains remarquèrent des comportements étranges, parfois distraits pendant le service, fixant la fenêtre du train pendant de longues minutes sans réagir aux appels. Un collègue lui lança un jour, à moitié en plaisantant. « Jean-Pierre, tu es sur quelle planète? » « Oh, probablement en train de flotter dans les nuages, » répondit-il avec un léger sourire.
En réalité, ces gestes pouvaient déjà être les signaux d'une instabilité psychologique. Mais à l'époque, personne n'imaginait qu'un homme comme lui pouvait devenir dangereux. On pensait simplement qu'il était fatigué ou préoccupé par des soucis personnels. La mèche invisible. Des psychologues, plus tard, estimèrent que Jean-Pierre avait accumulé des tensions pendant des années, de l'armée, au travail, aux pressions invisibles de la vie quotidienne. Le danger venait du fait qu'il ne partageait pas ouvertement ses tourments, les laissant ronger son esprit en silence. Un psychiatre expliqua. Des personnes comme Jean-Pierre semblent parfaitement normales à l'extérieur, mais à l'intérieur, ce sont des bombes à retardement. On ne sait jamais quand elles exploseront, et quand elles le font, les conséquences sont souvent tragiques. Personne ne sait exactement quel moment fit franchir à Jean-Pierre la ligne entre maîtrise et explosion. Mais ce qui se passa le matin du 29 octobre 2001 prouva qu'une personne considérée comme « sans danger » pouvait, en un instant, devenir une menace mortelle. Partie 2. Les origines et l'enfance troublée de Jacques Roux du Rafour. Mes amis, pour comprendre comment un individu en vient à commettre l'irréparable, il faut parfois remonter loin, très loin. Dans le cas de Jacques Roux du Rafour, c'est en plongeant dans son enfance que l'on découvre les premières fissures d'une personnalité qui, des décennies plus tard, allait basculer dans l'horreur. Jacques voit le jour dans une petite ville provinciale française, au sein d'un foyer en apparence ordinaire. Mais derrière les façades peintes et les sourires convenus, la réalité est bien différente. Son père, un homme autoritaire, impose à la maison une discipline de fer. Quant à sa mère, d'un tempérament effacé, elle se contente souvent de subir sans réagir. Dans cette atmosphère froide, Jacques grandit en apprenant très tôt que l'expression de ses émotions n'est pas la bienvenue. À l'école, il n'est pas le petit garçon que l'on remarque pour ses sourires. Réservé, solitaire, il semble toujours tenir les autres à distance. Les camarades se moquent parfois de lui, et ses résultats scolaires aussi entre le moyen et le médiocre. Mais derrière son silence, il observe tout, enregistre chaque détail, comme si le monde extérieur était un puzzle dont il cherchait à comprendre les règles. Vers l'adolescence, quelque chose change. Jacques commence à se passionner pour la mécanique, les objets et surtout les armes. Un intérêt qui inquiète certains professeurs, mais que la famille balaie d'un revers de main, ce n'est qu'une lubie d'adolescent. Pourtant, ce goût précoce pour les instruments de violence n'est pas anodin. Dans ses carnets, il griffonne des schémas, des notes sur le fonctionnement d'armes à feu et des couteaux. Les disputes familiales deviennent plus fréquentes. Jacques se rebelle contre l'autorité paternelle, parfois violemment. Certains voisins rapportent plus tard avoir entendu des éclats de voix, des bruits sourds, mais personne n'intervient. C'est dans ce climat tendu qu'il développe une méfiance profonde envers toute forme d'autorité, un trait qui restera ancré en lui toute sa vie. À mesure que les années passent, Jacques Roux du Rafour s'isole davantage. Ses rares amis le décrivent comme étrange, imprévisible, mais jamais complètement dangereux, du moins à cette époque. Pourtant, on sent chez lui un mélange inquiétant, d'un côté, un besoin de contrôle, de maîtrise absolue, de l'autre, une frustration sourde qui ne demande qu'à exploser. Et c'est précisément cette combinaison isolement social, tension familiale, fascination pour la violence qui va, peu à peu, préparer le terrain pour ce qui viendra plus tard. Car si, en apparence, Jacques n'est encore qu'un jeune homme à la recherche de sa place dans le monde, en réalité, l'histoire est déjà en marche et le compte à rebours a commencé. Partie 3. La découverte du crime, un matin qui a tout changé. Ce matin-là, rien ne laissait présager l'horreur qui allait bientôt se révéler. Le soleil, encore timide, éclairait les façades des maisons endormies. Dans le petit village, le silence n'était troublé que par le chant lointain des oiseaux et le bruit régulier des volets que l'on ouvre. Mais, derrière cette tranquillité apparente, un drame atroce venait tout juste de se produire. Vers 7h30, une voisine,
inquiète de ne pas avoir vu l'un des habitants sortir comme à son habitude, décida d'aller frapper à la porte. C'est étrange, d'habitude, il est déjà dehors à cette heure-ci, pensa-t-elle, le cœur légèrement serré. Elle appela plusieurs fois, mais aucune réponse. Poussée par un mauvais pressentiment, elle contourna la maison, et ce qu'elle aperçut à travers la fenêtre allait hanter ses nuits pour toujours. À l'intérieur, la scène ressemblait à un cauchemar figé dans le temps. Des meubles renversés, des éclaboussures sombres sur les murs, et surtout, cette odeur métallique, lourde, insupportable. La voisine recula, la main tremblante, avant de courir chercher de l'aide. Quelques minutes plus tard, les gendarmes arrivèrent sur place. Leur formation les avait préparés à des situations difficiles, mais rien ne peut réellement immuniser contre l'horreur brute. L'un d'eux, en franchissant le seuil, murmura « Mon Dieu !» Au milieu de la pièce, le corps de la victime gisait, figé dans une posture tragique. Les signes de lutte étaient évidents, des chaises renversées, une table à moitié cassée, et des objets personnels éparpillés un peu partout. Chaque détail criait qu'une violence inouïe s'était abattue ici. Le chef de la brigade prit un ton ferme. Verrouiller la zone, pas un pas de plus sans relever. On traite ça comme un homicide majeur. Rapidement, les enquêteurs commencèrent leur travail, photos, prélèvements, relevés d'empreintes. Mais dès les premières observations, un constat glaça le sang de tous. Ce crime n'avait rien d'un geste impulsif. C'était méthodique, presque calculé. Comme si l'auteur avait pris le temps et le plaisir de laisser sa marque. La rumeur, dans le village, enfla en quelques heures. Chacun se souvenait d'un détail, d'une silhouette aperçue dans la rue la veille, d'un bruit inhabituel au milieu de la nuit. Mais rien n'était encore clair. Une seule chose était certaine, le meurtrier se trouvait peut-être encore tout près, et il observait peut-être, en silence, les forces de l'ordre travailler. Partie 4. Le procès et la confrontation avec la justice. Après des mois d'attente, le jour tant redouté mais aussi espéré arriva enfin. La salle d'audience était pleine à craquer. Journalistes, curieux, familles des victimes et même anciens voisins de Roux-du-Rafour s'étaient déplacés. L'atmosphère était électrique, presque suffocante. On sentait dans l'air ce mélange étrange de curiosité morbide et de soif de justice. Lorsque Roux-du-Rafour entra dans la salle, menotté et escorté par 2 gendarmes, un silence lourd tomba. Certains chuchotaient, d'autres détournaient le regard. Il portait un costume sombre, probablement choisi pour lui donner une image plus respectable. Mais derrière cette façade, ses yeux semblaient à la fois froids et inquiets, comme un prédateur conscient que sa chasse est terminée. L'accusé s'assit, le regard fuyant. Pendant que le président de la cour rappelait les faits, son visage resta impassible, presque figé. Mais les détails du dossier étaient implacables, témoignages concordants, preuves matérielles accablantes, incohérences flagrantes dans ses déclarations précédentes. L'avocat général se leva et prit la parole d'une voix ferme. « Messieurs les jurés, nous ne sommes pas ici pour juger un simple écart de conduite. Nous parlons d'un crime calculé, exécuté avec froideur, et qui a brisé plusieurs vies. » Il décrivit minutieusement la chronologie du drame, insistant sur la préméditation et la cruauté des actes. Le ton était grave, presque solennel. Dans la salle, on entendait parfois un sanglot étouffé venant du banc des familles. La défense, quant à elle, tenta de jouer sur un autre registre. L'avocat de Roux-du-Rafour évoqua son passé difficile, sa prétendue fragilité psychologique et les circonstances exceptionnelles qui l'auraient conduit à ce geste fatal. « Mon client n'est pas un monstre. Il est un homme qui a perdu pied et qui mérite une seconde chance. » Mais pour beaucoup dans l'audience, ces mots semblaient creux. Car le dossier révélait aussi un homme manipulateur, capable de mentir sans ciller et surtout incapable de reconnaître pleinement sa responsabilité.
Lorsqu'on lui demanda s'il regrettait ses actes, il répondit simplement « Je regrette que les choses soient allées aussi loin ». Une phrase ambiguë qui laissait planer le doute sur la sincérité de ses remords. Le procès dura plusieurs jours. Les témoins défilèrent à la barre, voisins, anciens collègues, experts médico-légaux. Chacun apportait une pièce supplémentaire au puzzle, mais toutes pointaient dans la même direction. Roux Durafour avait agi en toute conscience de ce qu'il faisait. À mesure que les témoignages s'enchaînaient, l'image d'un drame passionnel ou d'un coup de folie s'effaçait peu à peu, laissant place à celle d'un crime mûrement réfléchi. Les jurés prenaient des notes, le visage grave. On devinait que le verdict se dessinait déjà dans leurs esprits. Le dernier jour, avant que le jury ne se retire pour délibérer, l'avocat général prononça ces mots. La justice ne peut pas réparer ce qui a été brisé. Mais elle peut envoyer un message clair. Dans notre société, de tels actes ne restent pas impunis. La salle retint son souffle. Tous savaient que la sentence qui allait tomber serait un moment clé, non seulement pour les familles des victimes, mais aussi pour la mémoire collective de cette affaire. Partie 5. Le verdict et l'onde de choc national. Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant à l'instant que tout le pays attendait. Après des semaines de débats intenses, de témoignages bouleversants et de révélations parfois insoutenables, le procès de Jacques Roux Durafour touche à sa fin. L'atmosphère dans la salle d'audience est électrique. On ressent un mélange étrange de tension, de peur et de soulagement imminent. Le président du tribunal ajuste ses lunettes, feuillette une dernière fois ses notes et, dans un silence religieux, prononce le verdict. Jacques Roux Durafour est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. La peine est lourde, à la hauteur de l'horreur de ses crimes, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Autrement dit, il ne pourra même pas demander de libération conditionnelle avant plus de 2 décennies. À cet instant précis, plusieurs familles de victimes éclatent en sanglots. Certaines pleurent de soulagement, d'autres de tristesse. Les émotions sont brutes, sans filtre. Une mère se lève et murmure d'une voix tremblante. « Ce n'est pas assez, aucune peine ne pourra jamais me rendre mon fils. » Cette phrase résonne dans toute la salle. Car oui, même si la justice a parlé, une vérité douloureuse demeure, aucune condamnation ne peut effacer la perte. En dehors du tribunal, les journalistes se pressent, les caméras braquées sur les avocats, les familles et parfois même sur les curieux. Les gros titres du lendemain parleront de « L'affaire Roux Durafour, un crime qui a glacé la France ». Les débats à la télévision et à la radio s'enflamment. Comment un homme au profil apparemment ordinaire a-t-il pu basculer dans une telle violence? Comment personne n'a-t-il vu venir? Mais au-delà du verdict, ce procès a provoqué une vague d'indignation nationale et a ravivé un débat de fond sur la prise en charge des personnalités violentes et instables. Certains réclament un durcissement des peines, d'autres insistent sur la prévention et le suivi psychiatrique. Dans les semaines qui suivent, le nom de Roux Durafour devient presque un symbole du mal absolu. Pour beaucoup, il incarne la face sombre de l'humanité, celle qui se cache parfois derrière un masque de normalité. Et vous, si vous aviez croisé cet homme dans la rue, auriez-vous deviné? Auriez-vous vu dans ses yeux l'ombre de ses crimes? C'est une question qui hante encore ceux qui l'ont connu. Ainsi, l'affaire Roux Durafour s'achève, mais son écho continue de résonner dans l'esprit de nombreux témoins et observateurs. Ce n'est pas seulement une affaire criminelle, mais aussi un rappel glaçant. Parfois, le mal ne se cache pas dans l'ombre, il porte le visage de quelqu'un en qui nous avons déjà placé notre confiance. Cette affaire soulève de grandes questions. Pouvons-nous vraiment comprendre la véritable nature humaine? Qu'est-ce qui peut pousser un individu à franchir les limites ultimes du crime? Et surtout, notre société a-t-elle réellement fait tout ce qu'il faut pour empêcher qu'un drame similaire ne se reproduise? Réfléchissons et restons vigilants, car parfois, la vérité se cache derrière les apparences les plus banales.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant et que vous souhaitez découvrir d'autres affaires criminelles marquantes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle affaire captivante.